Bonjour, bienvenue à La Petite Histoire des livres. Je m'appelle Marie Brassard et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui 3 invités qui vont nous permettre de découvrir comment origine un projet et jusqu'où l'histoire d'un livre, d'un projet d'écriture peut se rendre lorsqu'on y met du temps, de l'énergie et du talent. Mes invités aujourd'hui seront d'abord Mme Renée Bonneville, auteure de L'amour au bout des doigts. Je recevrai ensuite M. Sylvain Paquette qui nous présente La face cachée des bureaux de crédit. Et ma dernière invitée sera Mme Éliane Doré, auteure d'un livre sur l'historique de sa famille dont le titre est Le Klondike, une histoire dorée. Derrière chaque livre, il y a une petite histoire. Une amie me disait cette semaine, depuis que j'ai fait l'expérience d'écrire, j'ai compris que à chaque fois que j'ouvre la couverture d'un livre, je pourrais imaginer l'auteur en train de travailler. Et cet auteur s'est investi pendant des semaines, des mois, peut-être des années pour me produire un document que je peux, grâce à la magie de l'imprimerie ou de l'électronique, lire aujourd'hui. Alors, dans la petite histoire des livres, il y a bien sûr cette possibilité d'aller derrière les couvertures et de découvrir comment chaque livre a pris son origine et comment il a pu devenir le produit qu'on vous propose aujourd'hui. Ma première invitée d'aujourd'hui s'appelle Renée Bonneville. Elle est l'auteure d'un second livre qui vient tout juste de paraître aux éditions Veritas Québec. Bonjour Renée. Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Voulez-vous nous raconter un peu la petite histoire de ce livre, L'amour au bout des doigts? Bien, la petite histoire est fort simple. J'ai autour de moi, et j'avais autour de moi plusieurs femmes qui sont seules et qui me disaient qu'ils voudraient rencontrer peut-être quelqu'un. Alors, moi, je leur proposais d'aller sur des sites de rencontres, mais elles étaient un peu méfiantes et celles dont ça avait fonctionné en parlaient peu. Je ne sais pas pourquoi faire qu'elles gardaient pour elles peut-être leur amour secret, puis qui est allé sur des sites de rencontres. Et j'avais une amie auprès de moi, une amie très, très proche, qui, elle aussi, se cherchait un compagnon de vie. Alors, j'ai fait une chose pas très catholique, je l'avoue. Je l'ai inscrite à son insu sur un site de rencontre. Et à ma grande surprise, le lendemain, j'avais dans ma boîte de réception au moins une dizaine de courriels. Alors, évidemment, il a fallu que je confesse ce que j'avais fait. Et c'est ce qui m'a inspiré d'écrire un roman sur ce sujet-là. Comment, après un certain âge, rencontrer un homme ou le rencontrer? Et j'ai pensé, d'après mon expérience et d'après mes recherches, que l'Internet était un des meilleurs moyens. Moyen facile, moyen à notre portée et moyen sécuritaire. Donc, cette enquête, en fait, ce laboratoire que vous avez testé pour une amie, vous a permis d'amorcer la mise en place de personnages qui sont devenus donc des personnages de votre roman. Oui. En fait, j'ai fait 3 personnages féminins qui sont à l'aube de leur retraite. Mais je les ai construits de façon très opposée, tant physiquement qu'intellectuellement, parce que je voulais vraiment que toutes les femmes se reconnaissent dans mes livres, et autant les hommes que l'une d'entre elles va rencontrer. Alors, évidemment, sans vous dévoiler tout ce qu'il y a dans mon livre, parce que je ne vais pas vendre de punch, celle qui est la plus dégourdie des 3 décide, sous les conseils de sa fille, de s'inscrire sur un site de rencontre. Bon, ses 2 amis, évidemment, essayent de la dissuader, fais pas ça, c'est peut-être dangereux, blablabla, mais elle persiste. Bon, évidemment, c'est pas après la première rencontre et la deuxième rencontre. Ça prend plusieurs rencontres avant de rencontrer celui qui, on pense, sera notre prochain compagnon de vie. Mais évidemment, il y a des écueils. Il ne faut pas avoir la pensée magique, à savoir, c'est facile, tout va bien s'arranger. Mais non. Et dans la vraie vie, en fait, l'expérience des rencontres amène toutes sortes de conséquences. Oui, amène toutes sortes de conséquences, effectivement. Le roman, à ce sens-là, nous permet presque de retrouver ce qui se passe réellement dans la vie contemporaine de ceux et celles qui cherchent un compagnon ou une compagne de vie. Oui, effectivement, on peut retrouver ça. Puis moi, je me suis posé la question, avant de s'inscrire sur un site de rencontre, pourquoi ne pas s'interroger à savoir ce que l'on veut, puisqu'on ne veut plus dans la vie? Ça, je pense que c'est la première chose qu'on doit faire. Par la suite, bon, évidemment, c'est facile avec l'Internet. On regarde le profil des hommes, on regarde si ça nous convient. Alors, on peut envoyer des courriels.
Donc, il y a toutes sortes de mécanismes que vous avez, et j'imagine que vous avez exposés dans le cadre de ce roman. Alors, René, j'aimerais savoir combien de temps avez-vous consacré à la recherche et à l'écriture de ce livre? Bien, je vous dirais à peu près 1 an. Et, mais après ça, bon, il y a toute la fabrication du roman, l'infographe, la correction, tout ça. Mais je vous dirais, c'est à peu près 1 an pour mes recherches et demander autour de moi ce que les gens pensaient. Est-ce que vous pensez que ça va être un livre qui va bien se vendre? Est-ce que ça répond aux problèmes actuels des gens de rencontrer quelqu'un? Parce qu'on pense que... Et je peux vous dire, en tout cas, moi, en faisant mon enquête, il y a beaucoup de femmes, je trouve, qui baissent les bras un peu trop vite. Puis peut-être que les hommes aussi baissent les bras un peu trop vite, ou peut-être pas juste les femmes. Et pensent que non, c'est pas possible. Ils sont pas patients. Et moi, je leur dirais, c'est important d'être patient, de prendre le temps. Et ce que j'ai omis de vous dire tantôt, c'est que, évidemment, il y a toujours la relation intergénérationnelle. Parce que quand on arrive avec un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe, c'est pas certain que les enfants sont tout à fait d'accord. Alors, il faut être vraiment sûr de soi. Il faut vraiment dire « je me choisis ». Je fais ce que j'ai à faire. Et après ça, ben, je pense bien que les enfants vont pouvoir s'accommoder du nouveau conjoint. Depuis la parution de votre livre, est-ce que vous avez des répercussions? Est-ce que les gens vous ont fait part de leur réticence encore à utiliser l'Internet et les sites de rencontres pour magasiner en quelque sorte leur prochaine fréquentation? Oui, mais plutôt au Salon du Livre, j'ai rencontré tellement de personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai peur de me faire arnaquer. Oui, je me cherche quelqu'un. » Mais bon, ils m'ont parlé aussi de prédateurs sexuels. Fait que je me disais, écoutez, il ne faut pas tout mélanger. Alors, rendu à un certain âge, là, c'est sûr qu'on peut frapper un escroc, mais c'est pas la majorité, c'est la petite minorité. Et avec l'expérience de vie, je pense qu'on est capable de cerner qui est respectueux et dit vrai et qui ne l'est pas. Votre roman consacre un peu l'idée que les rencontres sur Internet sont devenues un incontournable pour les personnes seules qui, entre autres, n'aiment pas nécessairement fréquenter les bars ou les autres lieux de rencontre pour célibataires. De quelle façon votre livre peut-il nous aider à s'approcher tranquillement, à apprivoiser ce genre de nouveaux médias? Bien, c'est-à-dire, je donne pas, parce que je ne veux pas dire recette, parce que c'est pas vraiment une recette, mais je donne des pistes aux gens d'y aller, de quelle façon aller sur des sites de rencontres. Et un petit peu le background après, qu'est-ce qui arrive. Alors, évidemment, j'énumère, bon, les courriels, l'appel téléphonique et la rencontre, surtout dans un lieu public. Et je recommande beaucoup aux femmes d'effrayer elles-mêmes leurs factures, pour ne pas s'engager trop rapidement. Et puis, on le sait d'ailleurs, quand la chimie opère ou que la chimie opère pas. C'est vraiment... je pense que les gens sont assez intelligents pour savoir que... Alors, ce livre, à mon avis, il devient un incontournable pour toutes les personnes qui, actuellement, hésitent à aller vers ce type de rencontre. Ouais. Dites-moi, à quel endroit peut-on se le procurer? Dans toutes les bonnes librairies du Québec. Et il apparaîtra en numérique le 1er décembre prochain. Alors, j'invite donc tous les gens à se procurer L'amour au bout des doigts, les hauts et les bas des rencontres sur Internet, un livre de René Bonneville que j'avais le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bien, merci, ça m'a fait grand plaisir. Et je le suggère, entre autres, en cadeau à toute personne qui hésite encore à effectuer ses premières démarches pour une rencontre sur Internet. Merci. Après avoir parlé avec passion des rencontres sur Internet, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir, dans un tout autre registre, M. Sylvain Paquette, l'auteur du livre « La face cachée des bureaux de crédit », publié aux éditions Triangle d'Or. Bonjour Sylvain. Bonjour Mme Brassard. Je suis très curieuse de savoir comment est né ce projet de livre. Est-ce que tu peux m'en parler? Bien, certainement. Dans un premier temps, je dirais que c'est la faute d'une femme qui, un jour, m'a posé une question et qui a changé l'orientation de ma vie. C'était à une époque où je travaillais dans le domaine de l'insolvabilité et du rétablissement de crédit. Et j'avais engagé une coach de vie dans mon entreprise pour superviser mes employés, motiver tout le monde. Et cette dame-là, un jour, m'a dit « Toi, Sylvain, tu penses quoi du système
Alors là, j'ai déblatéré, j'ai dit de très mauvaises et vilaines choses sur le système, tout ce que je pensais, en fait. Et elle m'a dit, à un certain moment, elle a dit, « Toi, Sylvain, est-ce que tu vas voter? » Je dis, « Ah non, c'est tout du pareil au même, la politique, la corruption. » Et là, elle s'est levée, puis elle a asséné un coup de poing sur la table, et elle m'a dit, « Ferme ta gueule. » Et là, je suis resté complètement figé. Et là, elle m'a dit, « Tu fais quoi, toi, pour changer le monde? T'es là à chialer, à te plaindre contre le système, mais tu fais quoi pour le changer? » Et là, elle m'a dit, « Tu sais, Mahatma Gandhi avait dit une parole, « Si tu veux un changement, sois ce changement. » Alors, à partir de ce point de vue-là, ma vie a changé, ma perception du système. Et je me suis dit, je vais maintenant m'impliquer socialement. Je vais faire une différence pour changer les choses. Et c'est là qu'est venue l'idée de pondre ce livre-là, de l'écrire. Mais c'est quand même une entreprise d'envergure que d'aller enquêter, en fait, sur les dessous de tout notre système économique. Comment avez-vous procédé pour être en mesure de nous mettre en garde ou de nous alerter sur les points les plus sensibles de notre système? Bien, je vous dirais, c'est d'abord l'expérience, parce que ça fait quand même 15 ans, je suis un des instigateurs de la deuxième chance au crédit dans l'automobile. Donc, par mon travail, par ma façon d'accompagner les gens dans ce processus-là, j'ai découvert tous les dessous du fonctionnement du système bancaire. J'ai travaillé avec des courtiers hypothécaires, j'ai travaillé un petit peu autour de l'assurance, beaucoup autour des banques. Alors tout ça m'a amené à découvrir tout le fonctionnement, l'arrière-scène, comment les décisions de crédit se prennent. J'ai travaillé aussi à gérer des portefeuilles dans le domaine automobile, là, dans ce qu'on appelle la deuxième chance au crédit. Alors j'ai compris tout l'arrière-scène et le fonctionnement. Et comment monsieur et madame tout le monde là, qui nous écoute peut tirer avantage du contenu de votre livre? Bien, ce livre-là, en premier lieu, c'est pas un livre qui veut dénoncer, mais plutôt faire la lumière sur le fonctionnement de tout ce système de crédit-là et donner des outils aux consommateurs pour lui permettre de s'orienter et savoir comment se défendre face à ce système-là et donner aussi les solutions. Parce que souvent, les gens vont dénoncer, mais ne donnent pas les solutions, comment s'en sortir et comment réussir à enlever une information au bureau de crédit. Parce que vous savez, les bureaux de crédit, ce sont des entreprises privées. Et faire retirer une information de là, c'est pratiquement infaisable. C'est très difficile. Et même quand vous appelez pour avoir vous-même votre propre bureau de crédit, c'est très laborieux d'appeler là-bas. Le service à la clientèle, il est vraiment pas là. Faut savoir d'abord que les clients des bureaux de crédit, c'est pas les consommateurs, mais c'est les banques. Donc, nous, on passe en second lieu. Alors, ce livre-là se veut faire la lumière et donner les outils. Et ça s'adresse pas seulement aux consommateurs qui ont eu des problèmes de crédit. Ce livre-là doit être un livre de chevet pour tout consommateur. Parce que l'approche du système économique est basée non pas sur l'individu qui devrait prospérer, mais plutôt sur le système qui, lui, utilise les besoins des gens pour s'enrichir. Oui, bien, en fait, c'est un système de débit-crédit. Hein? Puis, dans ça, nous, on est appelé un débiteur. Alors, on se fait débiter comme un quartier de bœuf dans un congélateur. On se fait toujours retrancher une partie de nous-mêmes. Et c'est un petit peu ça. Et tant et aussi longtemps qu'on va rester un consommateur qui est surendetté, qui est victime d'un système comme ça, on s'en sortira jamais. Mais il faut d'abord aussi savoir, c'est ce que ce livre-là transmet comme information, c'est que c'est pas seulement la faute des banques, mais c'est tout ça. On a une part de responsabilité. Et dans ce livre-là, on apprend comment la prendre, cette part de responsabilité-là, et changer les choses. Justement, parmi les secrets cachés dans ce livre, quel serait le secret le plus important pour ceux ou celles qui voudraient savoir comment gérer mieux leurs activités de crédit? Il y en a plein de secrets qui sont révélés dans ce livre-là, mais entre autres, un de ceux-là est la théorie de Babylone, qui était un concept de budget qui a été créé par le roi Hammurabi en 2340 ans avant Jésus-Christ. Et c'est un système de budget qui fonctionne autant avec des moutons qu'avec l'argent. Et le système de calcul de ratio d'endettement des institutions financières est basé sur ce code de loi-là qui existait. Et si quelqu'un applique la théorie de Babylone dans sa vie à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à 65 ans, il va être millionnaire, ne connaîtra jamais la faillite et n'aura jamais de problème de crédit ou de problème financier. Alors, si je comprends bien, investir dans l'achat de votre livre, c'est comme investir dans la possibilité de devenir
en meilleur contrôle de notre situation financière. Tout à fait. Moi, je dis toujours qu'il y a 3 placements sûrs dans la vie. Il y a l'or, l'immobilier et soi-même. Et celui-là, c'est un placement pour soi-même. OK. Est-ce que déjà vous avez des remarques de la part de vos lecteurs, des avantages qu'ils ont trouvés à la lecture de ce livre? Oui, tout à fait. Les gens, ce qu'ils me partagent, vous savez, c'est un livre qui est hypocrite un peu, parce que je transmets dedans, c'est un livre écrit avec le cœur, et je transmets beaucoup mon côté humanitaire qui est dévoilé dedans. Alors, les gens sont très touchés par la façon dont c'est amené. On disait d'ailleurs dans la préface de votre livre que vous êtes un chercheur qui aspire à rendre le monde meilleur. Donc, votre intention en publiant ce livre était vraiment une intention de venir en aide aux gens. Oui, tout à fait. Et comment se le procurer maintenant, ce livre? Eh bien, à partir de février, il va être disponible dans toutes les bonnes librairies. Pour le moment, il est disponible sur le site web de www.creditmontréal.ca. Et la version audio qu'on peut se procurer aussi par Vues et Voix, qui est l'ancienne Magnétothèque. Et pour chaque livre vendu, il y a $1 qui est remis à la Magnétothèque et un autre $1 remis à l'Unité des Nations autochtones du Canada. Alors, comme l'année 2011 tire à sa fin, je ne pourrais que proposer aux gens de lire ce livre pendant la période des fêtes ou le plus tôt possible pour être en mesure peut-être de planifier mieux leur année 2012. Oui, et ça ne sera pas juste leur année, mais ça sera leur vie. Le reste de leur vie? Oui, parfait. Tout à fait. Alors, je vous remercie beaucoup, Sylvain, pour Merci. cette entrevue. Et j'invite les gens, bien sûr, à se procurer ce livre, La face cachée des bureaux de crédit aux éditions Triangle d'Or. Merci. C'est un grand plaisir maintenant d'accueillir ma troisième invitée d'aujourd'hui, Madame Éliane Doré. Éliane est une auteure et aussi une artiste peintre qui nous a permis de découvrir, avec l'expérience de son livre Le Klondike Aventure dorée, toute une partie de l'histoire de son grand-père qu'elle a découvert un jour et qu'elle a conservé précieusement dans son coffre au trésor. Je vous invite donc à entrer dans son univers. Bonjour, Éliane. Bonjour, madame. Racontez-moi comment vous avez pu retrouver l'histoire de votre grand-père. Au tout début, c'est mon père qui me racontait l'histoire de mon grand-père étant très jeune, mais ça m'a toujours resté dans l'idée. Puis, je me suis dit, à un moment donné, je vais faire d'autres recherches, à un moment donné, voir qu'est-ce qu'il y en a, parce que moi, je suis une chercheuse. Et alors, c'est ainsi, j'ai commencé par écrire. Et à un moment donné, je me suis rendue au Yukon, Dawson City, pour avoir plus d'archives. Et c'est ainsi qu'a commencé mon roman historique de mon grand-père, de mes grands-parents. Et quel a été le parcours de votre grand-père? Qu'est-ce qui a été le plus déterminant dans ce parcours un peu d'aventurier? Oui, mon grand-père étant métis, aventurier, puis rêvant de gloire et d'inédit. Alors, lui est allé à la recherche de l'or au Klondike. Alors, j'admire sa bravoure et puis c'était un grand aventurier. De là, il voulait absolument avoir de l'or. Alors, premier voyage, il est revenu chez ma grand-mère avec un petit magot, intéressant. Mais il n'y en avait pas assez. Alors, il est retourné une deuxième fois. C'est ce qu'on appelait la fièvre. Ah oui, absolument. La fièvre du Klondike. Les chercheurs d'or étaient des gens qui devenaient passionnés pour la recherche. Absolument. Puis, étant métis, alors il n'y avait pas de secret pour lui, là, pour se rendre là. Alors, toutes les aventures qu'il a subies, il fallut qu'il ait une santé irréprochable, parce que c'était pas facile. Mais la fièvre, comme vous dites, la fièvre de l'or l'a envahi. Et c'est ainsi qu'il a réalisé son rêve. Mais pendant qu'il était explorateur, chercheur d'or au Klondike, il avait aussi une famille, il avait aussi des responsabilités. Comment ça s'est passé? Absolument. Il a bien voulu amener ma grand-mère avec lui, mais ma grand-mère était sédentaire, tandis que mon grand-père était nomade. Et alors, il dit, je vais te prouver que je vais revenir avec de l'argent, puis on va tout payer ta terre, puis tout ça. Puis ma grand-mère était une femme d'affaires, et elle avait une auberge à Maniwaki, et puis elle était autonome, vraiment.
Mais mon grand-père, ça le fatiguait parce qu'il aimait pas, il voulait pas être dépassé par ça. Alors, à un moment donné, au premier voyage, en fin de compte, il est reparti, mais ma grand-mère tombe enceinte de mon père. De là, c'était pas le temps de lui écrire parce qu'il changeait toujours de place. Alors, ce qui est arrivé au deuxième voyage, quand il est revenu, mais il dit, j'entends pleurer. Il dit, qu'est-ce qui arrive là? Et bien, elle dit, je te présente ton fils, qui est mon père. Donc, il ignorait qu'il avait un fils. Il avait déjà 4 mois, mon père, à ce moment-là. Alors, c'est ainsi que, là, il était c'était son deuxième fils, parce que le premier fils qu'il a eu au début, là, il s'est noyé. Alors, avec une autre dame, là. Alors, c'est ainsi que, mais l'aventure de l'art, et c'était son premier voyage, donc. C'est sa première passion. Ah, première passion, oui, absolument. Il fallait que. Comment avez-vous pu retracer l'histoire de son périple comme tel? De quelles archives avez-vous pris connaissance? Alors, je prenais des notes, même étant jeune, de mon père qui racontait. Puis là, il fallait que j'aille vérifier. Alors, c'est ainsi, j'ai écrit un peu partout aux archives du Yukon, d'Ocean City. Alors, dans mon livre, les images sont là du temps et la carte géographique de mon grand-père avec ses 4 compagnons. Alors, comment j'ai pu retracer? Alors, je ramassais ça dans mes idées, dans ma tête. Et à un moment donné, tout s'est fait. Puis quand je vais quand même garder avec le temps, quand mon grand-père est décédé, là, bon, un coffret dans lequel il y avait les pépites d'or, il y avait son manuel de bord, là, et puis plusieurs cadeaux donnés à ma grand-mère. Et c'est ainsi que tout ça assemblé ensemble, j'ai dit là, faut que je m'installe pour écrire. Donc, c'est à partir de ce coffre au trésor, légué par votre grand-père après son décès, dont vous avez été, en fait, l'héritière, qui vous a servi de matière première pour écrire votre livre. Absolument. Ce coffret-là, c'était comme un coffret de pirate, là, pas trop gros, puis bombé, là. Puis ça m'a toujours... ça me parlait. Alors, puis je fouillais dans ça, veut dire, très précieusement, là. Et qu'a-t-il laissé? Il a laissé son journal de bord? De bord, quelques pépites d'or, sa montre avec chaînette, là, oui. Beaucoup de cadeaux à ma grand-mère faits par les Amérindiens et épingles de cravate, des boutons de manchette. Mon grand-père, c'est un homme qui était très fier et puis il fallait qu'il soit bien... Maintenant, il est décédé quand même dans des circonstances assez nébuleuses. Oui. Votre livre, Le Klondike, Aventure dorée, nous situe 1891 à 1919. Pourquoi est-il mort si tôt, si jeune, en fait? C'est parce que là, il était revenu, son deuxième périple était fini et il était très fier de revenir avec un magot d'argent assez important. Et puis à ce moment-là, pour pas perdre rien, eux autres, ils mettaient ça sur leur corps dans une bidule en métal. Une cachette. Oui, une cachette, là. Alors, il était pratiquement arrivé et puis il y a eu une avalanche au Chilcock White Pass. Et puis, ils sont tous péris là. Alors, il y avait au-dessus de 1000 personnes qui revenaient. Donc, il est décédé accidentellement? Absolument, oui, oui. Okay. Et puis, même après, disons, c'est arrivé au mois d'avril, et les gens sont retournés au mois de juillet à voir, même avec... Mais ils n'ont jamais pu retrouver aucun corps. C'est tellement que l'avalanche était énorme. Donc, dans ce livre, nous allons retrouver tous les éléments de l'histoire de votre grand-père. Oui, absolument. Et qui a été reconstitué grâce au coffre à trésor que vous avez conservé précieusement. Absolument, oui. Alors, ça nous permet d'inviter les gens peut-être à se le procurer. Oui. Alors, on peut se le procurer directement à votre résidence. Oui, absolument. Au numéro qui apparaîtra au bas de l'écran. Mais on peut aussi se le procurer maintenant en version numérique. Oui, oui. À l'entrepôt numérique de Marc, je crois, où il est maintenant en
en vente ouvertement. Bien sûr. Merci beaucoup, Éliane, de ce témoignage et nous avons hâte de partager avec vous ce précieux trésor issu de votre grand-père. Merci beaucoup. Merci et au revoir. Bien. Au revoir. Alors, l'histoire de chaque livre, en fait, pourrait ainsi nous être racontée et partagée. J'aimerais rappeler aux gens, en terminant cette série de 3 entrevues aujourd'hui, que mes invités étaient René Bonneville, Sylvain Paquette et Éliane Doré. Et je vous laisse avec une pensée qui me tient à cœur, c'est que tout le monde pourrait réaliser qu'un livre est toujours neuf, tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas lu. Alors, je vous invite à plonger dans l'univers des livres et à faire d'heureuses découvertes pour meubler, évidemment, vos temps de solitude, mais aussi pour apprendre comment les livres prennent vie. C'était Marie Brassard. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.